Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. C'est la 57e émission de Et si on parlait de sport ? Bonjour à toutes et tous, nous sommes très heureux de vous accueillir avec Laurent Garnier. Nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour et merci à Brigitte Linder et ses équipes du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et de Profession Sport Animation 31, nos partenaires qui nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Pour cette 55e émission, nous accueillons Xavier Noguera, entraîneur du Toulouse Métropole Basket, Serge Robert, secrétaire général du comité régional Handisport Occitanie et membre de la commission Handisport en fête, Sofiane Oumia, boxeur membre de l'équipe de France sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Gaëtan Prime, pilote moto sur le Tour de France et président du GSC Blagnac Vélo Sport 31 et Bertrand Delas, conseiller technique régional responsable de la formation de la Ligue Occitanie de football. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission. Bonjour Pauline, et au sommaire de cette émission, dans la première mi-temps avec Xavier Noguera, entraîneur du Toulouse Métropole Basket, nous reviendrons sur la saison des pionnières et la fameuse finale à suspense face à Chartres. Il nous confiera son objectif de remonter en Ligue 1 féminine l'an prochain. Nous évoquerons aussi nos équipes de basket féminine, médaillées de bronze à Tokyo en 2021 et masculine vice-championne olympique à Tokyo aussi 2021. En route pour les Jeux Olympiques, nous passerons du basket à 5 au 3-3 avec un tour d'horizon de nos équipes. Nos féminines 4e à Tokyo sont actuellement 3e au classement mondial. Les garçons, eux, chercheront une reconnaissance sur le plan international avec une qualification à suspense contre la Mongolie. En seconde mi-temps, les Jeux Olympiques c'est génial, mais les Jeux Paralympiques le sont aussi. Nous aurons donc l'occasion de parler handisport avec nos invités, car oui, le handicap n'est pas un frein à la passion sportive. Il y a toujours une solution pour adapter les différentes disciplines. Que serait le sport sans partage, sans inclusion, sans panel de personnes qui ont au final toute une chose en commun, l'amour du sport. Nous en profiterons pour réaliser une présentation des Jeux Paralympiques et des sports qui en font partie. Vous en connaissez peut-être déjà quelques-uns, mais il se peut que vous découvriez quelques surprises lors de notre prochaine émission. Mais avant le coup d'envoi de cette 57e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport ? Avant-match. Et les principaux résultats sportifs de la semaine, Pauline ? Oui Laurent, et on va débuter avec la pêche sportive et les championnats du monde où l'équipe de France conserve son titre planétaire aux mondiaux de pêche à la mouche organisés à Font-Romeu en Occitanie. Ligue de diamant à Paris, outre le splendide record du monde de la hauteur 2,10 m battu par l'Ukrainienne Yaroslava Maukchik, record que détenait la Bulgare Stefka Kostadinova depuis 1987, puis celui du 1500 mètres de la Kenyan Fesk Kipyegon en 3 minutes 49 secondes et 4 centièmes. Ce meeting de Paris a été marqué par de nombreuses performances de marque, mais aussi par la blessure de Kevin Meyer, touché à la cuisse gauche alors qu'il disputait le 110 mètres. On ne sait pas encore si il va se remettre pour les Jeux Olympiques. Gabriel Tual a battu le record de France du 800 mètres en 1 minute 41 secondes 61 centièmes. Agathe Guillemot bat le record de France en 3 minutes 58 secondes et 0,5 centièmes. Alice Finot a amélioré son record de France porté à 9 minutes 5 secondes et 1 centième. Une nouvelle preuve que la championne d'Europe en juin à Rome peut viser encore très haut aux Jeux Olympiques. Sacha Zoya s'est offert sa première victoire en Ligue de diamant à l'arraché sur le 110 mètres haies en 13 secondes et 15 centièmes. Passons désormais au tennis avec Wimbledon. Cette année, le gazon a réussi à 3 joueurs français, Hugo Humbert, Giovanni Mpetshi-Perricard et Arthur Fils. Tous les 3, en deuxième semaine de Wimbledon, disputeront les 8e de finale de Wimbledon. Le frémissement du tennis hexagonal n'est pas une vue de l'esprit. En cyclisme maintenant, en VTT, la Coupe du Monde qui se déroulait au Jais en France, l'Italienne Eleonora Farina a remporté la manche de Coupe du Monde de VTT, descente disputée au Jais, donc en Haute-Savoie. Ce samedi, la Française Myriam Nicole a pris la 4e place malgré une chute. Chez les hommes, c'est le Français Amaury Pierron qui a su maîtriser la boue et les pièges de la descente. Samedi, vainqueur d'une très exigeante manche disputée sous la pluie, le tricolore de 28 ans a impressionné. Toujours en cyclisme, mais cette fois c'est du cyclisme sur route avec le Tour de France. 3e victoire française sur le Tour de France. Anthony Turgis avec Total Energy a remporté la 9e étape du Tour de France, dite des chemins blancs dimanche. Très offensif, Tadej Pogacar boucle la première semaine de course avec le maillot jaune sur les épaules. Et on va passer au basket maintenant avec le match de préparation pour les JO. L'équipe de France de basket masculine a lancé sa préparation pour les JO avec un solide succès 96-46 contre la Turquie mercredi et une large victoire face à l'Allemagne 66-82
90, championne du monde en titre, mais avec un effectif incomplet, et ça, c'était samedi. Toujours en basket, en Euro U20 féminin, début de l'Euro réussi pour les Bleuets qui se sont imposés face à la Slovénie 70-49 vendredi en ouverture de ce championnat, et dimanche à l'occasion du deuxième match face à la Lituanie 85-53. Passons au football avec l'Euro 2024 et les quarts de finale. L'Espagne l'a emporté face à l'Allemagne. En ce qui concerne Portugal-France, c'est la France qui a battu le Portugal après des tirs au but 3-5. L'Angleterre l'a emporté aussi au tir au but face à la Suisse 5-3 et le Pays-Bas s'est imposé contre la Turquie 2-1. Et en ce qui concerne l'équipe de France de football pour les JO 2024, l'équipe de France olympique a très bien démarré sa préparation pour les Jeux olympiques de Paris avec une victoire face au Paraguay 4-1 jeudi à Bayonne. On va passer au rugby à 15 et pour les féminines, c'est le Summer Nation Série U20. La compétition débute parfaitement pour nos jeunes tricolores avec une victoire écrasante contre le Pays de Galles 57-12. Passons au rugby à 15 masculin cette fois et la Coupe du Monde des U20. L'équipe de France U20 a été battue in extremis par la Nouvelle-Zélande 26-27 lors du deuxième match de la phase de poule. Et en ce qui concerne le test match, la France débute sa tournée en Argentine par une victoire pleine d'allant. 3-2. Le 15 de France l'emporte 13-28 samedi à Mendoza face aux Pumas lors du premier test match de sa tournée. Et on va passer à la MotoGP. C'était le Grand Prix d'Allemagne avec Francesco Bagnaia sur Ducati qui s'est imposé dimanche suite à la chute du leader Jorge Martin sur Ducati Pramac à 2 tours de l'arrivée. Les frères Marquez, Ducati Gresini et Marx et Alex sont sur le podium, 2e et 3e. Jorge Martin avait la veille remporté le sprint devant Miguel Oliveira qui sera Aprilia Trackhouse et Francesco Bagnaia, toujours lui sur Ducati. Et pour terminer les résultats de cette semaine, passons à l'auto avec la Formule 1 et le Grand Prix de Grande-Bretagne. Lewis Hamilton sur Mercedes, dont la dernière victoire en F1 remontée à Abu Dhabi en décembre 2021, s'est imposé dimanche à Silverstone devant Max Verstappen sur Red Bull et Lando Norris avec McLaren. Merci Pauline pour tous ces résultats. On va passer à une nouvelle chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 avec un portrait du boxeur Sofiane Oumia. Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024. Et dans la chronique d'aujourd'hui, nous allons vous proposer de découvrir le parcours d'un boxeur, Sofiane Oumia, sélectionné pour les Jeux Olympiques. Bonjour. Bonjour, salut. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous parler de vous et de votre parcours en tant qu'athlète et ce qui vous a poussé à choisir ce sport ? Alors, j'ai commencé le sport étant plus jeune parce que mes cousins y étaient. Donc, je me suis dit pourquoi pas moi aussi m'essayer. J'étais tout petit, bébé, 7 ans. Donc, mais sauf que je n'avais pas le droit aux compétitions, alors j'ai dû arrêter. Que je voulais de la compétition, je me suis mis au rugby juste avant. Et je suis revenu à l'âge de 9 ans et puis depuis, j'ai plus jamais lâché ce sport qui est, on va dire que je suis tombé dedans et j'arrive plus à en sortir. Je sais pas si je peux dire malheureusement ou pas, mais voilà, c'est comme ça que ça a commencé par le biais de mes cousins que j'ai voulu suivre et voilà. Après, j'ai enchaîné les victoires. Et du coup, je me suis pris au jeu. Et en parlant de victoire, vous êtes actuellement champion du monde en titre dans la catégorie des moins de 60 kilos, si je ne me trompe pas. Comment se sont passées les qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés lors de ce processus ? Il fallait passer par les Jeux européens. Donc, c'était il y a 1 an. Il fallait que je me qualifie très rapidement pour que, justement, que j'ai l'esprit un peu tranquille et que je me dise que je me prépare que pour les Jeux, parce que je sais ce que c'est de se qualifier. Je sais que la qualification est peut-être parfois aussi dure que les Jeux en eux-mêmes. Donc, ça s'est super bien passé. C'était aux Jeux européens. Et c'est un championnat d'Europe, on va dire. C'était l'un des seuls titres qui me manquait aussi à mon palmarès. Donc, je me devais d'y arriver. Et j'ai réussi à passer ce cap, on va dire, de qualification depuis 1 an maintenant. Donc, depuis, c'est que du peaufinage et puis c'est, on va dire, l'esprit tranquille à me dire qu'il faut que je me qualifie. Faut pas non plus aussi se laisser aller et se dire que j'ai le temps parce que regardez, aujourd'hui, on est à 20 jours des Jeux. Et justement, comment se déroule votre préparation pour les Jeux ? Pouvez-vous peut-être nous donner un aperçu de votre routine d'entraînement et des aspects sur lesquels vous vous concentrez le plus ? Routine d'entraînement, c'est tous les jours, matin et après-midi, surtout quand je suis en stage avec l'équipe. Là, pour vous dire, je crois en l'espace de 3 mois, on a enchaîné 4 pays, Cuba, Thaïlande, Turquie. Donc, et là, on finit le stage, on finit la préparation à Nancy. Donc, c'est vrai que les entraînements, c'est des journées dures, rudes.
surtout à travers les stages, etc. Mais voilà, c'est comme ça que on va chercher la médaille, j'allais dire, c'est dans ces moments-là. Aujourd'hui, forcément, on va dire qu'on a des coups de mou et autres, mais les stages comme ça à l'étranger et autres nous permettent aussi de nous focaliser, de nous permettre aussi de s'améliorer et se confronter aussi aux meilleurs et aux futurs, on va dire, rivaux. Donc voilà, aujourd'hui, tout est tous les feux sont ouverts pour entamer cette Olympiade. Et quels sont vos objectifs justement pour ces Jeux Olympiques? Pas de bel objectif final, hein. Pour moi, il m'a cassé le titre à mon palmarès. Donc l'objectif, c'est justement ne pas se fixer de limite et puis on verra ce qu'il adviendra. Mais forcément, tous les sportifs vous diront qu'ils veulent l'or dans une participation au jeu. Et nous aussi, on veut de l'or. On veut que tu l'aies là. Donc on va être derrière toi, bien sûr. Faut oser le dire, Sofiane, bien sûr. Forcément, les espérances sont grandes. Surtout après, on va dire la lumière un peu à Rio où je fais médaille d'argent. Même si on peut voir sur le podium où je suis déçu, où je rentre ensuite et je connais entre guillemets la gloire et puis les gens qui me connaissent, etc. m'ont connu et reconnaissent dans la rue. Ensuite, j'ai connu Tokyo où je passe à travers, où j'étais numéro 1 mondial, mais j'ai échoué au premier tour. Aujourd'hui, je pars pour ma 3e et dernière. Donc voilà, finir par la grande porte. Après, forcément, les espérances ils sont grandes. Comme je dis, tout le monde tu prends n'importe quel sportif qui va au jeu, va te dire je veux l'or, forcément. Donc voilà, aujourd'hui, c'est l'objectif final. Je sais ce qu'il me reste à faire. Maintenant, j'ai travaillé pour. Et aujourd'hui, c'est des réglages pour être prêt le jour J. Et pour conclure cette interview, que représente pour vous cette sélection pour les Jeux Olympiques qui vont se dérouler à domicile en France? Cette sélection, j'ai envie de dire, c'est un peu naturellement, hein, modestie, dans le sens où je passais par tous les critères. Le tournoi de qualification en France pour élire, pour choisir quel boxeur ira au tournoi de qualification. Ensuite, les Jeux européens où, on va dire encore une fois, en toute modestie, vraiment, où j'ai survolé la compète parce que j'étais vraiment au top de ma forme. Je suis champion d'Europe. Donc voilà, content. J'ai envie de dire content. Les gens diront, c'est normal. On a réussi à normaliser mes résultats, j'ai envie de dire. Mais tant mieux. Après, forcément, je sais que je serai attendu lors de ces Jeux. Et puis à la maison. Donc voilà, maintenant, comme je dis, finir par la grande porte, ce serait une belle reconnaissance, une belle fierté pour moi-même, pour ma famille. Donc voilà, pour tous pas ces sacrifices, mais ces choix que j'ai dû faire dans ma vie, comme ne pas assister à la naissance de mon fils, partir 3 jours après la naissance de ma fille. Aujourd'hui, je me dis, c'est le moment de briller pour eux. Ok, tu verras la médaille et ils seront contents de toute façon, c'est ça qui est important. Exactement, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est super ce témoignage. Nous on va te suivre, hein, puisque tout l'été, on va faire des émissions. On parlera bien évidemment des résultats des uns et des autres. Et quoi qu'il arrive, on sera très content de te retrouver et que tu nous donnes quelques petits mots au retour. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on va te souhaiter et pousser derrière toi, même si on ne pourra pas taper, mais on va te laisser faire, mais on sera derrière toi. Merci beaucoup, c'est vraiment. Merci beaucoup pour votre témoignage et bon courage pour les Jeux Olympiques à venir. Merci. À bientôt. À bientôt. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour une nouvelle chronique Jeux Olympiques et maintenant place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec notre invité Xavier Noguera. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission. Et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Xavier Noguera, qui est entraîneur du Toulouse Métropole Basket, autrement dit le TMB. Bonjour Xavier, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, avant de commencer, petite chose quand même pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton parcours personnel? Et puis la petite question, c'est qu'est-ce qui t'a amené finalement à cette passion du basket ou tout simplement à ce basket? Bon, déjà, moi je suis un régional de l'étape. Hein. Je suis un ariégeois, donc de Pamiers, donc je suis vraiment à côté et j'ai la chance de pouvoir exercer ma passion. Je vais dire à proximité du réseau familial, donc ça c'est déjà un gros avantage pour moi. Alors moi j'ai fait 3 clubs dans ma vie. J'ai fait Pamiers, après je suis parti à Tarbes jouer avec les garçons et après j'ai eu une opportunité avec les filles, donc j'étais assistant à Tarbes de Pascal Pisan et François Gomez qui est encore en poste, et derrière j'ai décidé de partir de Tarbes et Toulouse m'a appelé pour on va dire créer le centre de formation, et de fil en aiguille ils m'ont mis en place sur l'équipe professionnelle. Voilà un petit peu pour le parcours, on va dire. Et la passion, tu as ça depuis tout gamin? Après la passion elle est venue parce que j'ai eu la chance d'avoir des éducateurs
éducateurs très jeunes qui nous ont donné cette passion-là. Moi, je connaissais le basket, c'était avec Claude Bergeau. Donc, on connaît dans le milieu du basket son CV, qui a coaché les équipes de France à Garçon, qui a coaché à Pau. Donc, voilà. Après, j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs comme Eric De Valentina, Christophe Monterde, Olivier Marceau. Bon, enfin, des joueurs qui ont joué à très bon niveau et qui nous ont inculqué de s'investir, même dans les jeunes catégories, sur les équipes qui étaient en dessous de nous. C'est-à-dire, quand moi j'étais benjamin, j'étais tout le temps à la salle, donc on me demandait de venir entraîner les poussins et ainsi de suite. Donc la passion est venue très vite d'entraîner et voilà. Et maintenant j'ai passé mes diplômes et je suis entraîneur à côté d'eux. Et aujourd'hui, tu nous as amené dans une superbe saison avec ces jeunes femmes du TMB et puis un suspense jusqu'au bout. C'était devenu terrible de savoir ce qui allait se passer. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette fin de saison finalement, et cette saison tout simplement? Ouais, cette saison, elle est toujours compliquée parce que quand on redescend de première division, c'est difficile de construire. Et on a essayé de bâtir une équipe qui pouvait justement essayer de se battre pour revenir dans l'élite. C'est ce qu'on est arrivé à faire. Mais ça n'a pas été chose facile parce qu'on a eu, on va dire, un niveau en dents de scie sur toute la saison. On n'a jamais réussi à trouver un niveau minimum, on va dire, élevé. Et ça s'est ressenti malheureusement sur ces phases de finale qui ont été exceptionnelles, je vais dire, à tout point, que ce soit au niveau des fans qui sont venus en nombre, qui ont poussé l'équipe, et au niveau du résultat qui est vraiment dommage parce que l'objectif était vraiment de remonter. Donc l'objectif malheureusement n'est pas atteint, mais il y a beaucoup de choses qui se sont créées autour au niveau de cette équipe. Alors on l'a vu, il y a une ambiance dans le Petit Palais, il y avait vraiment énormément de public, on a senti qu'il y avait une ferveur. L'objectif l'année prochaine, c'est toujours la même? Ça va être toujours la même. On travaille pour rebâtir une équipe qui va pouvoir réitérer de retourner à cette finale. On a vu que l'avantage du terrain était vraiment important sur ces moments clés parce que le public fait vraiment la différence sur des moments chauds, on va dire. Donc voilà, l'objectif sera le même, mais avec un classement final, on va dire, plus haut pour pouvoir d'avoir l'avantage du terrain. Merci Xavier. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur le club du Toulouse Métropole Basket et pourquoi les féminines de l'équipe première sont-elles surnommées les pionnières ? Alors, le club du Toulouse Métropole Basket, déjà, c'est un club qui est très jeune. C'est un club qui date de 2008. Donc, en 2008, le club s'est retrouvé au plus haut niveau. Donc, pour se structurer, il faut être assez rapide parce qu'on n'a pas, on va dire, l'ancienneté qui permet d'avoir des bénévoles, des dirigeants qui connaissent tout ça. Donc, mais le club avance, le club se structure, on a de plus en plus de licenciés. Le TMB est séparé en deux parties. En fait, il y a le côté, on va dire, professionnel, et il y a le secteur amateur qui sont en lien permanent. Aujourd'hui, il y a un gros travail de fond qui est fait par le secteur amateur, par Evelyne Claire, Enrico Palaeri, qui développe. On a un peu plus de 250 licenciés rien que sur le côté associatif. On doit arriver pas loin de 300 avec le milieu professionnel. Donc le club se développe. Maintenant, il va falloir pousser les murs parce que chaque année, on commence à refuser 80, 100 licenciés qu'on ne peut pas accueillir parce qu'on manque totalement de structure. Donc le TMB se développe et il travaille pour ça. Et sur les pionnières voilà, les pionnières, l'envol des pionniers à Toulouse, on connaît bien. Donc c'était il y a 3 ans que cette équipe, que ce nom a été donné, l'année où on avait annoncé qu'on voulait monter en Ligue féminine. En fait, on voulait être la première équipe du club, entre guillemets, à monter en Ligue féminine. Et c'est ce qui s'est passé, c'était pour ça les pionnières, d'où ce nom, les pionnières, parce que ça a été le premier groupe à monter, pour le club en tout cas, dans cette Ligue féminine en étant championne de France. Ils ont marqué l'histoire. Voilà, ils ont marqué l'histoire du club par un titre, et c'était le premier titre du club sur on va dire la catégorie senior. C'est ça qui était aussi important pour le club. Merci pour ce petit rappel historique. Xavier, dans quelques semaines, il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Tout à fait. Comment vois-tu le parcours de nos équipes de France féminines et masculines qui, on le rappelle, vont avoir la chance de jouer à domicile ? Alors, si on parle sur l'équipe garçons et filles, alors c'est deux choses qui sont différentes parce qu'il y a beaucoup d'espoir sur l'équipe garçon, par exemple, avec tous les nouveaux noms qui arrivent, avec Wembayama. Il y a toujours Evan Fournier, Nicolas Batum. Il y a vraiment du monde dans nos deux colos.
Alors c'est très particulier parce qu'on a une génération qui est exceptionnelle et qui va continuer à être exceptionnelle sur les années à venir. Mais malheureusement, toutes les équipes sont exceptionnelles. Il n'y a jamais un tel niveau, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou hors Europe, je veux dire. Et donc vraiment, ça va être l'une des compétitions les plus relevées. Alors bien sûr, les Américains font toujours, on va dire, tête d'épouvantail quand on les voit et le roster qu'ils ont fait. Mais maintenant, il faut quand même se méfier parce qu'on voit que toutes ces équipes européennes sont de plus en plus fortes. On a vu le Canada qui avait une génération exceptionnelle. L'Australie, il faut toujours s'en méfier. La Chine, on va voir aussi. Quand on voit les TQO qui restent pour les derniers qualifiés, ça va être énorme parce qu'il y a des... Je répète, TQO, c'est pour les auditeurs, c'est... le tournoi qualificatif olympique. Voilà, juste pour le langage. Oui. Ouais, voilà, qui vont se dérouler de tête du 2 au 9 juillet. Voilà, il y a plusieurs plateaux, si vous voulez, dans différents pays. Et il va y avoir 4 équipes qui vont se disputer les qualifications et la première équipe sera qualifiée pour les Jeux Olympiques. Il n'y a pas un petit favori qui se dégage ou c'est vraiment toutes les équipes qui ont leur chance? Les États-Unis, obligatoirement, se dégagent. La Dream Team. La Dream Team qu'ils ont créée, bien sûr, se dégage. Maintenant, après, sur des compétitions internationales comme ça, tout est possible parce que mais il y a peu de matchs, entre guillemets, pour comprendre aussi les règles européennes, des fois, pour les Américains. Malgré qu'il y ait de la densité athlétique, mais maintenant, tout le monde en a dans toutes les équipes. Donc, voilà, faire à suivre les Américains en favori, je vais dire. Après, sur le reste du podium, la France a ses chances, mais aussi les autres pays. Et chez les femmes? Et chez les femmes, je dirais que c'est un petit peu plus ouvert quand même pour nous, parce qu'on a quand même une très belle génération. Voilà, après ça va être d'arriver à Jaime Toupane à installer une philosophie de jeu avec beaucoup d'agressivité défensive et avec un jeu très ouvert, avec beaucoup de courses. Ça va être à garder de la stabilité justement dans ce socle défensif et pas le perdre durant sur la compétition, parce que si on arrive, les filles, à garder ce socle défensif, elles vont avoir des ballons pour courir, et on sait que quand on court, on est difficilement jouable parce qu'on a vraiment des armes offensives avec Gabby Williams, Marine Johannes. On l'a vu récemment avec un score assez extraordinaire face aux Finlandaises. Ouais, après les Finlandaises, il manquait des grosses joueuses. Après, c'est pas non plus une des plus grosses nations de basket. C'est un match de préparation. Voilà, je pense que c'était un premier match de préparation pour justement avoir un petit peu plus aussi de temps de mettre les choses qu'ils ont travaillé en place et justement engendrer de la confiance pour les prochains matchs. On espère en tout cas que nos deux équipes vont briller lors de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. On vient de voir le basketball avec les deux équipes de France et il va aussi y avoir du basket 3-3. Est-ce que tu peux nous présenter cette discipline qui a été introduite aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021? Oui, alors le 3-3 est une discipline qui se passe, on va dire, demi-terrain. Voilà. Les équipes sont composées de 4 joueurs ou joueuses. Okay, donc ils jouent par contre à 3 contre 3 sur le terrain. Ça dure 10 minutes. D'accord. Le panier qui est à l'intérieur de la ligne à 3 points va compter 1 point. Et le panier qui va être derrière la ligne à 3 points va compter 2 points. Voilà. S'il y a faute sur tir, il y aura un lancer franc de plus, comme aux règles, on va dire, standard du basket. La petite variante, c'est que si on marque 21 points avant la fin du temps des 10 minutes, et bien le match s'arrête. Et l'équipe qui a marqué 21 points la première, c'est elle qui a gagné. Voilà. Donc par contre, c'est un jeu plus rude que le 5-5. Ouais. Voilà. Ça laisse beaucoup plus jouer. Et après, il y a beaucoup plus d'espace. Donc voilà, donc on va dire des fois c'est des profils, il peut même y avoir des profils qui ont du mal, on va dire en 5-5, mais comme il y a plus d'espace et c'est un jeu qui va très très vite et qui transite très très vite, et se retrouvent de très très bonnes joueuses de 3-3. Ça nous vient un peu des quartiers, ça, un peu les images à l'américaine, on les voit souvent faire ce genre de choses. C'est assez récent en fait comme discipline. Tout à fait. Après, il y a une 25 ans de ça, il y avait beaucoup de tournois 3-3 qui étaient organisés l'été, les Blacktop Challenge, les Streetball Challenge, justement qui étaient venus un petit peu de ces quartiers américains où il y avait beaucoup de... On les voit beaucoup dans les films, 3-3. Ce genre de choses. C'est ça, voilà. C'est ça. Et il y avait beaucoup de tournois qui existaient, ça s'était arrêté et là c'est revenu, on va dire, une grande
de mode et même surtout, il y a beaucoup de prize money, beaucoup de tournois où il y a de l'argent à gagner. Oui. Et il y a vraiment quelque chose qui se développe, mais dans le monde entier. Les Asiatiques sont très friands de ça. Alors justement pour nos équipes, maintenant on va revenir un peu à la présentation. Maintenant on a une équipe de France féminine qui tourne bien. On a une équipe de France féminine qui tourne très bien. Il faut savoir que la fédération, depuis un an, a mis des moyens justement sur ça. Que ce soit les garçons et les filles, ils ont salarié les joueurs et des joueuses. Donc en fille, par exemple, elles sont 8. En garçon, ça va être relativement pareil. Donc ils ont salarié des joueuses qui, toute l'année, ont fait tous les tournois, on va dire, un peu du monde, pour justement se préparer pour les JO. Voilà. Donc, ils sont 3e mondial, j'ai lu, au classement FIBA. Ouais. Et il y a un système de Coupe du Monde, non, c'est ça? Comment ça se passe, hein, Ouais, de voilà. tournoi? C'est assez... le 3-3, il faut suivre un peu tout parce qu'il y a les résultats équipes, mais il y a aussi les résultats individuels de chaque joueuse qui rapportent des points. Donc il y a vraiment un peu tout qui contribue. Il y a même les tournois, en fait, le nombre de tournois que le pays organise, ça rapporte des points pour les chapeaux, de tirage au sort, tout ça. Donc c'est vraiment une usine à gaz de règlements et tout est important. Des fois, on a une équipe de France, par exemple, qui a beaucoup de résultats positifs, mais on n'a pas assez organisé de tournois pour marquer des points, pour justement être bien placé dans ces rankings. Donc il faut faire vraiment attention à tout, justement pour être qualifié pour différents tournois aussi. Alors, j'ai lu dans le tirage au sort, là, pour les Jeux Olympiques, on tombe sur la Chine, les États-Unis qui sont champions olympiques et l'Azerbaïdjan. Ouais, alors le 3-3 c'est un peu particulier, hein, parce que tout le monde se rencontre en fait. Il n'y a qu'une poule, ils sont 8 équipes, D'accord. c'est une poule unique en fait. Donc en fait c'est une poule unique où tout le monde se D'accord. rencontre. Et par rapport à ça, après, ils vont faire un classement, si vous voulez, de 3 à 6. 1 et 2 sont qualifiés directement en demi-finale, et de 3 à 6, ils vont se disputer un quart de finale. Voilà. Et après, les deux gagnants de ce quart de finale de 3 à 6 vont jouer les demi-finales, et ainsi de suite. Mais tout le monde se rencontre sur la première poule. Alors j'ai lu que l'entraîneur, là, Yann Julien, il a convoqué une certaine Eve Wenbanyama. Ouais. Alors c'est la sœur de... Ouais, c'est la sœur de Victor, oui. Après, c'était pas dans le secret des dieux, même si on se connaît un peu avec Yann, on a travaillé sur les équipes de France ensemble, donc on se connaît un petit peu. Après, il y avait Eve était sans club, donc aujourd'hui, sur les 8 joueuses, je pense ça a impacté déjà la Ligue féminine d'enlever des joueuses de Ligue féminine pour les clubs, qui avaient re-signé les contrats déjà. Donc il y a Eve qui fait partie de ces 8 joueuses, mais beaucoup auraient pu, pour moi, y prétendre. D'accord. Voilà, ça reste une jeune fille en développement, parce qu'elle est assez jeune, Eve. C'est une jeune fille en développement qui a plein de qualités athlétiques. Voilà, mais bon, je ne pense pas qu'elle aille au bout, en tout cas, De la sélection. de la sélection. Parce qu'on sait quand c'est qu'il arrête cette sélection, tu es prêt, pour les filles, non? Ah là, il a pas annoncé. Après, il y a quand même des filles qui se dégagent. Voilà, Laetitia Gopo. Ouais. Bon. Elle est... Voilà, à part problématique. Après, ça va se jouer. Bien sûr, Marie-Ève Paget, je pense pas qu'elle y sera aussi, parce que c'est quand même les piliers de l'équipe de France. Après, il y aura Myriam Tchekoundadé, qui est de Castres, qui est à côté d'ici, je pense, qui sera dans l'effectif. Après, ça va se jouer. Il y a Hortense Limousin, Marie Manet. Et on peut peut-être Jody Cordelier aussi qui pourront prétendre à aller faire voilà, on va dire que pour moi c'est les 6 qui vont se dégager pour aller faire les Et en tournois. fait, tu disais qu'ils en prennent que 4. Ouais. Pourquoi si peu de remplaçants? Parce que ça a l'air d'être intense quand même. C'est très intense. Après, c'est la règle qui est comme Ouais, ça. c'est la règle qui est comme ça. Voilà, donc il y a une remplaçante et c'est vraiment, je pense aussi c'est vraiment pour les gens sont là pour jouer parce que quand il y a 2 remplaçants, ça peut faire aussi le choix de dire allez, c'est toujours la même qui joue, l'autre ne joue pas. Ouais, On est d'accord, important, essayer de tricher. Là, on peut pas tricher. Fatigué, pas fatigué, des fausses blessures, non. Tout ça n'existe pas. Et vu comme c'est intense, quand vous regarderez les matchs, s'il y en a qui le regardent, des fois la joueuse peut jouer que 45 secondes et elle sort quoi. On regardera avec plaisir. Alors un petit focus sur les garçons maintenant, parce que Ouais. l'équipe est un petit peu moins connue, même s'ils se sont qualifiés de manière extraordinaire sur une dernier tournoi de qualification. C'était juste, ça s'est joué mais à quelques secondes près, quoi. Ah, mais ça s'est joué sur les 2 derniers matchs qu'ils font, ça s'est joué à un panier près, puisqu'ils ont gagné d'un point. 21-20 contre la Mongolie, qui était en tête du groupe. Ouais, tout à fait. Donc c'est pareil. Il y a beaucoup de densité dans le monde entier. Ça va être très difficile pour eux parce
qu'en plus, voilà, on n'est pas aussi dominant sur les différents tournois qu'en filles. Donc ça risque d'être compliqué d'aller chercher une médaille. Maintenant, après, avec les Jeux, tout est possible et avec les Français, tout est possible aussi. C'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas. Bien sûr. Un dernier mot avant ce grand rendez-vous. Comment tu perçois, toi, entraîneur d'équipe de basket, ces grands Jeux Olympiques ici? Comment tu le vis? À travers les contacts que tu as, comment tu ressens cet événement Jeux Olympiques? Il y a beaucoup d'excitation de la part de tout le monde, de tous les staffs. Voilà, les gens, de toute façon, ont beaucoup investi. On voit qu'il y a eu, nous en tout cas au niveau du basket, il y a eu un gros investissement de la part de la Fédé ou même de la part des clubs pour justement permettre à la fédération ou à nos équipes de France de performer. Donc il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'énergie, mais plus ça va se rapprocher, plus l'excitation va être là et les gens vont vouloir en découdre. Voilà, et puis après les gens vont être portés aussi par leur public, et ça je pense qu'en tant qu'athlète ou même entraîneur pour ceux qui y seront, voilà, ça va être magique, je pense, dans tous les sens du terme, et ils vont vouloir se sublimer justement pour faire plaisir et faire partager la fête à tout le monde. Bah écoute, on sera content de te retrouver à l'occasion de ces Jeux. Si tu peux venir passer à l'antenne, nous donner tes impressions au moment des Jeux Olympiques, ça sera avec grand plaisir. On était très heureux de te recevoir sur cette antenne. Un plaisir de te recevoir et en plus de te souhaiter plein de bonnes choses pour l'année prochaine avec les filles du TMB. On sera derrière, on poussera avec Et si on parlait de sport. Merci beaucoup. On a trouvé une adresse pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus sur le Toulouse Métropole Basketball. C'est tmb-basket.com, c'est bien ça? Alors, ça doit être contact@tmb-basket.com. Et ça, c'est pour l'adresse mail. C'est pour l'adresse mail. Là, pour le site. Voilà. Du site, oui, pour le site. Permettre aux c'est personnes ça, qui veulent s'inscrire, donc j'ai bien compris, au TMB voilà. Et qui veulent venir tout à fait. Dans ce club. Voilà, vous pouvez rejoindre cette adresse-là. Merci Inès. En tout cas, merci Xavier pour ton témoignage et ton intervention dans l'émission Et si on parlait de sport. Bonne continuation dans tous tes projets et rendez-vous le 26 juillet pour le début des Jeux Olympiques derrière nos basketteuses et basketteurs français. Vous connaissez maintenant la formule, vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous le souhaitez. Merci beaucoup. L'Euro 2024 de football a livré ses premiers résultats. Nous décryptons les quarts de finale avec notre spécialiste Bertrand Delas, qui est directeur du pôle espoir garçons et filles de la Ligue Occitanie de football. Bertrand, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous vos auditeurs. Alors, la France est enfin qualifiée face au Portugal au terme d'un match à suspense avec la fameuse séance de tir au but. Qu'est-ce que tu as pensé de cette prestation de nos Bleus? Je dirais que le match a été dans la continuité des précédents, à savoir d'abord s'appuyer sur une défense très solide et ensuite faire preuve de patience. Je pense qu'on a eu un peu plus d'occasions que sur la rencontre précédente. On aurait pu marquer plus tôt dans le match, mais on aurait aussi pu prendre plutôt des buts. Donc au final, on a assisté à une rencontre assez équilibrée où chacun a eu ses temps forts et au final, on sort vainqueur parce que sur la séance de tir au but, on a eu des tireurs qui ont fait preuve de sang-froid d'un côté et un gardien qui a su peut-être influencer une petite erreur du frappeur portugais pour remporter ce quart de finale. On sortait quand même d'une série assez longue de tirs au but perdus. C'était enfin des victoires au tir au but. Cette fois-ci, je crois qu'il s'était entraîné pendant les périodes avant match. Oui, moi je dirais comme quoi il n'y a pas de vérité à la fois dans le football et peut-être encore moins sur les séances de tir au but, parce que là on avait affaire à des tireurs un peu moins aguerris et expérimentés que par le passé, et puis finalement on a fait un 5 sur 5. Est-ce que c'est la conséquence de l'entraînement au tir au but? J'en suis pas persuadé. Il y a quand même tout un contexte de match qui est complètement différent de l'entraînement. Je pense surtout que ils ont été concentrés sur ce qu'ils ont eu à faire, et comme l'a dit leur capitaine, c'est avant tout un geste technique. Faut retirer tout ce qui peut parasiter la concentration pour se focaliser sur le geste et être, on va dire, convaincu de marquer avant même d'avoir frappé le ballon. Alors, un petit regard sur ce qui s'est passé dans d'autres matchs, puisque tu as vu que dans l'autre quart de finale, finalement l'Espagne a battu l'Allemagne 2-1 en prolongation. Quel est ton regard un peu aussi sur cette rencontre? C'était une rencontre de haut niveau. J'ai trouvé que peut-être c'était le match le plus intéressant des quarts de finale, deux belles équipes et l'Espagne qui a réussi à gagner sur le fil. En tout cas dans le contenu, dans le jeu, c'est l'équipe pour l'instant qui m'a, je dirais, le plus impressionné ou
j'ai trouvé la plus complète. Donc on les jouera donc en demi-finale. Dans les autres demi-finales, quarts de finale, il y avait 2 autres rencontres. L'Angleterre qui s'est retrouvée face à la Suisse avec une Suisse impressionnante puisque c'est 1-1 et au tir au but 5-3. Et l'autre match, Pays-Bas-Turquie. Alors, sur le match de l'Angleterre face à la Suisse, je dirais que c'est pas forcément l'équipe qui a produit le meilleur jeu et qui a le plus dominé qui a gagné. Mais encore une fois, c'est le foot. On voit que les équipes qui défendent bien, qui ne prennent pas ou peu de buts, peuvent avancer dans la compétition. Et je trouve que l'Angleterre a su quand même rebondir après un match difficile pour aller gagner au bout du suspense ce quart de finale. Quant à l'autre rencontre, on a vu une équipe hollandaise en difficulté sur sa première mi-temps. Oui, parce que la Turquie a marqué le but en premier en fait. Hein. Oui, la Turquie était devant, montrait des choses intéressantes, j'ai trouvé une équipe assez pétillante et force est de reconnaître que le changement de joueurs du côté hollandais a été bénéfique avec l'entrée de Weghorst qui a vraiment apporté un poids devant et qui a permis à Memphis Depay de se resituer un petit peu derrière l'attaquant pour être plus efficace dans son jeu et donc ils ont montré un deuxième visage beaucoup plus intéressant, mais la Turquie a montré aussi de belles choses sur cette compétition comme l'équipe suisse. Alors globalement, si on revient un peu sur tous ces matchs qui se sont passés, quelle est tes réactions par rapport à cet Euro où l'on dit quand même qu'il n'y a pas beaucoup de buts et que ça joue un peu défense et ça manque un peu de panache? Oui, ça manque un peu de panache ou ça manque un peu d'énergie, notamment sur le plan offensif. Je pense que les équipes et les joueurs qui la composent sont un peu usés par une longue saison et on voit que tous ceux qui jouent évoluent dans les grands championnats européens, marquent un petit peu le pas et naturellement quand on a un peu moins de fraîcheur physique, c'est plus facile de défendre et c'est plus facile pour les défenses de prendre le dessus sur les attaquants. Donc je pense qu'en partie que ça s'explique pour cela et aussi pour ça qu'on voit des équipes un peu moins sur le devant de la scène mais qui ont tiré leur épingle du jeu et qui ont proposé quelque chose d'un peu plus dynamique comme la Suisse encore une fois ou la Turquie. Merci pour tout ça. On se retrouve, il nous reste 2 matchs normalement pour finir cet Euro. Je te propose de nous retrouver dans une semaine pour faire le bilan de cet Euro avec des réponses par rapport à notre équipe de France et les équipes encore en liste qui sont bien sûr l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Espagne et la France. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre appel pour cette chronique spéciale Euro 2024. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour un bilan final. À très bientôt et bonne semaine. Merci Laurent et bonne semaine en espérant que la semaine prochaine on pourra discuter avec la victoire de l'équipe de France. Merci, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec nos invités Serge Robert. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on parle de sport, nous sommes ravis d'accueillir Serge Robert qui est secrétaire général du comité régional Handisport Occitanie et membre de la commission Handisport en fête. Bonjour Serge. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Grand plaisir. Voilà, avant de commencer, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours personnel et professionnel ? Alors Serge Robert, donc 57 ans, marié, dans mon parcours un
peu marqué par un petit traumatisme à l'âge de 21 ans, donc accident de la vie, qui a fait que je me suis retrouvé sur un fauteuil roulant. Et à partir de là, donc mon chemin faisant, j'ai découvert le handisport avec par hasard le championnat de France d'athlétisme, donc qui se déroulait à Ramonville sur Toulouse. Et là, j'ai eu un flash. Alors déjà, j'étais quand même attiré par le sport, et là, je me suis dit, j'ai trouvé mon chemin de voie et quelque chose qui allait me mettre un projet de vie, quoi. Voilà, donc du jour au lendemain, je l'ai pris comme un projet professionnel. Je me suis mis à 100% et avec un parcours plutôt réussi, parce que sur une petite dizaine d'années, on était début des années 90, 92 avec les Jeux de Barcelone. En plus, ça a été télévisé, donc de voir aussi les Jeux paralympiques étaient télévisés pour la première fois, donc le flash était encore plus grand. Alors là, c'était un vrai déclic, et là, pendant une dizaine d'années, donc je me suis consacré pleinement donc au sport que j'ai choisi, donc la discipline qui était la course en fauteuil. Voilà, et que j'ai fait pendant 10 ans. Après, donc j'ai intégré l'encadrement donc en 2001, donc pour 15 ans, je me suis retrouvé donc dans le staff à encadrer donc les athlètes sur 4 Paralympiades jusqu'aux Jeux de Rio. Voilà, donc et ensuite donc je me suis retiré un petit peu pour m'occuper davantage de la détection et suivi des jeunes et la formation. Donc actuellement, j'interviens régulièrement sur le pôle handisport qui est sur le Krebs de Talence. Voilà, j'interviens hebdomadairement et tout se passe bien, et voilà, mon nouveau projet. Alors justement, tu viens de dire le mot handisport, on en parlait un peu en aparté. Il y a plein de choses dans ce mot handisport. Il y a l'aspect loisir, mais il y a aussi l'aspect sportif. Les deux ne sont pas incompatibles. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot handisport? Alors bien sûr, donc la fédération handisport a pour mission de développer l'activité physique et sportive, donc pour toute personne en situation de handicap moteur et sensoriel. Voilà, qu'on soit des personnes atteintes de paralysie cérébrale, de paraplégie, qu'on soit en fauteuil, debout, mal marchand, déficient visuel, de malentendant, amputé. Donc à partir de là, donc on est là pour communiquer, développer l'accès à la pratique sur un milieu associatif, et qui permettent donc aussi de proposer des événements, des projets qui peuvent aller sur des projets de vie jusqu'à un suivi et jusqu'à de la performance. C'est pas uniquement pour faire des athlètes aux Jeux Olympiques. Bien sûr, alors la fédération a beaucoup de conventions avec des organismes de vacances qui permettent aussi à beaucoup en famille de pratiquer aussi à loisir, de partir comme cet été en vacances avec des amis ou en famille, de trouver un lieu où on pourra trouver une activité ou des activités qui nous permettront de pratiquer en toute sécurité avec des personnes qu'on aura formées, bien sûr, parce qu'on a aussi un département, un pôle formation qui permet aussi à toute structure de bénéficier de formation pour accueillir aussi les tout publics, dont les personnes en situation de moteur et sensoriel. On travaille avec les fédérations qui vous accueillent, qui peuvent accueillir des handisport aussi dans leur structure. Comment ça se passe? Il y a des ponts, il y a des accords, il y a des partenariats avec... Bien sûr, on a beaucoup de conventions avec les fédérations homologues, et bien sûr, pour ouvrir l'offre de pratique, toute personne doit pouvoir pratiquer le sport qu'elle souhaite, bien sûr. Et à partir de là, donc, on propose des formations fédérales à beaucoup toute personne, entraîneur déjà, titulaire d'un diplôme d'État ou d'aptitude donc encadrée, à pouvoir être capacité d'accueillir donc au sein de leur structure sportive, de leur club, des publics en situation de handicap. Donc on voit beaucoup de clubs valides qui sont en capacité d'accueillir des publics qui viendront pratiquer à loisir, découvrir ou pouvoir pratiquer en compétition s'ils le souhaitent. Alors on va faire une petite transaction, mais on va avoir bientôt ces fameux Jeux paralympiques. J'ai envie que tu m'en parles un petit peu et que tu me dises un petit peu d'où vient l'origine de ces Jeux paralympiques, parce qu'on connaissait les Jeux olympiques, puis il y a eu finalement un élan pour créer des Jeux paralympiques. Est-ce que tu as un petit peu d'informations à nous donner sur l'histoire de ces Jeux paralympiques? Oui, donc ça va vraiment être amorcé après la Deuxième Guerre mondiale, donc dans un hôpital britannique, où on va avoir un grand nombre de jeunes militaires blessés, souvent en fauteuil roulant, et qu'on va devoir occuper. Et à partir de là, donc ces jeunes, il faut leur trouver des activités sportives, donc ils vont commencer à pratiquer bien sûr le basket, du tir à l'arc, avec un esprit quand même s'ils sont sur un handicap, de pouvoir faire des rencontres, des compétitions et se mettre en confrontation de compétition. Et à partir de là va naître une petite émulation d'organisation de compétition pour ces publics-là. De là, ça va un petit peu se développer, grandir et prendre une dimension un peu plus internationale, on va dire. Donc ça, on va commencer à arriver en Europe, en France, avec des premières associations aussi dans ces eaux-là, donc toujours après la Deuxième Guerre mondiale, pour arriver vraiment, alors on va se retrouver pendant une période un petit peu flottante avec deux types de fédérations, d'organismes qui vont organiser le sport pour les personnes en situation de handicap moteur et sensoriel, avec un côté plutôt pas médical mais protégé, il faut les occuper, mais avec un côté un petit peu maternel, et l'autre côté plutôt quand même plus orienté vers de la compétition organisée. Donc après cette petite guerre, on va arriver dans
les années 70, où vraiment on va voir apparaître la fédération handisport telle qu'elle existe aujourd'hui, avec un vrai développement et organisation du sport au niveau national et international. Donc il va se développer avec un public plutôt adulte, parce qu'on sait qu'on aura beaucoup de personnes en situation de handicap suite à des traumatismes, donc avec un âge déjà souvent adolescent ou près de la vingtaine, donc le temps de découvrir l'activité, être hospitalisé, découvrir une activité, faire du haut niveau, donc on a plutôt un public adulte. Et là aujourd'hui quand même on est de plus en plus depuis quelques années sur une politique jeune. Alors pendant un certain temps c'était les moins de 20 ans chez nous, et petit à petit de plus en plus jeunes, où c'est qu'on va offrir bien sûr de l'activité, de l'encadrement, et pouvoir aussi pratiquer une multitude de sports et les amener aussi à avoir une activité sportive. Alors justement, quels sont les sports pratiqués aux Jeux paralympiques ? Aujourd'hui, je crois que quasiment tous les sports sont représentés. On a un gros panel de sports, on a plus de 21 activités. Il y en a quelques-uns qui sont adaptés quand même par rapport au handicap. Alors on va voir tout ce qui est un peu avec la prénomination un petit peu para, donc comme le para-athlétisme, qui sont des disciplines qui existent déjà, on va dire, j'utilise le terme valide pour mieux différencier le public handisport et le public valide. Donc on va voir tout ce qui est para, comme le para-athlétisme, le para-badminton, un autre, voilà. Et sinon, on a des sports vraiment qui ont été spécifiques, qui n'existaient pas. Alors, comme je reviens un petit peu sur la genèse, ça veut dire qu'on se doit, en tant que spécialiste, proposer des sports, des activités à tous nos publics, donc les plus sévères. On sait que des fois, c'est facile de pratiquer un sport, mais dans certains cas, je prends un exemple d'une personne en fauteuil électrique, ça va être très compliqué de lui proposer une activité ou des activités. Donc, on se devait, en tant qu'organisme spécialisé, de créer un sport, ou du moins d'avoir une offre pratique plus large. Donc, on a vu apparaître des nouveaux sports, donc, qui sont au jeu, par exemple, la boccia. La boccia, c'est une espèce de jeu de boules, de balles, qui se pratique en gymnase pour des handicaps plutôt sévères, plutôt quadri-handicapés, donc atteints des 4 membres, qui sont souvent pas autonomes, et qui permettent de pratiquer donc ce jeu de balles, un petit peu de boules, qui ressemble un petit peu à la pétanque telle qu'on la connaît, et qui se pratique donc à haut niveau. Donc très intéressant et assez spectaculaire, qui mérite d'être vu et qui sera vu, bien sûr, qui sera médiatisé donc lors des Jeux. Alors, quel type de handicap sont représentés aux Jeux paralympiques ? Parce qu'en fait, là aussi, il y a tout un tas de choses, différents types de handicap avec des catégories. Alors, on va se retrouver donc avec toutes les familles d'handicap, finalement. Donc là, c'est vraiment l'événement où on va retrouver nos grandes familles. Donc, alors, nous, on va à peu près avoir plusieurs familles, donc bien sûr on a toutes les personnes qui sont en fauteuil roulant, qu'elles soient blessées médulaires, assimilées ou bien sûr des paralysés cérébraux. On va retrouver toutes les personnes qui sont amputées, donc appareillées ou pas, donc malmarchants. On va retrouver les déficients visuels, on va retrouver donc, je dois en oublier bien sûr... handicap moteur, handicap visuel, handicap intellectuel. Alors intellectuel non, parce que là on est quand même sur une autre fédération. D'accord. Il faut faire attention de ne pas mélanger. Donc, on est sur la fédération du sport adapté. Et nous vraiment on est ciblé sur des personnes qui ont un handicap moteur, donc en termes d'amplitude de déplacement, du geste, du mouvement, ou alors sensoriel, donc qui va être soit pour la vue ou soit pour les déficients sourds qui nous ont rejoints, mais qui en fait ne seront pas au jeu, parce que la fédération des sourds pratique chez nous, mais ont leur propre fédération, donc, et qui pratiquent, eux, ont les Deaflympiques, qui sont l'équivalent des Jeux paralympiques pour leur famille de handicap. Alors dans chaque sport, il y a ces catégories, il y a différentes, pour qu'elles soient équitables, c'est subdivisé, il y a tout un tas de petites choses, on appelle ça des classifications. Alors là, c'est là où on se perd un petit peu. Là, je crois que c'est là qu'il faudra. Voilà, donc pour le public, j'avais envie de te poser la question, mais je sais que c'est difficile d'y répondre, mais c'est important qu'on comprenne, parce que c'est pour l'extérieur, on ne pige pas toujours, quoi. Complètement. Donc effectivement, donc il faut expliquer un petit peu. Donc ça peut paraître un petit peu farfelu, mais très simplement, donc on va retrouver pour créer de l'équité, parce qu'on se retrouve avec plusieurs familles d'handicap. Donc et en fait, pour qu'il y ait de l'équité, comme dans notre sport, qu'on va retrouver dans les sports de combat, par exemple, comme pour retrouver en boxe avec les catégories de poids ou en haltérophilie, nous ça va être par famille d'handicap, en fait. Donc ces grandes familles d'handicap qui vont se concurrencer entre elles. Donc pour qu'il y ait de l'équité, on va faire recourir les non-voyants déficients visuels entre déficients visuels, et non pas avec un fauteuil roulant ou un amputé. Voilà. Et dans chaque famille d'handicap, en fait, on va retrouver des sous-handicaps. Enfin, voilà. Donc en fait, comment on est classifié ? Donc chaque sportif, en début de carrière, donc dès l'instant qu'il a un projet de compétition, qu'il pratique réellement, qu'il envisage de faire des compétitions, va devoir passer par une commission de classification qui sont composés de médecins et d'un technicien, de 3 personnes qui ont des compétences dans ce sujet, et qui va le classifier. Donc il y aura un test sur ses mobilités, sur ses capacités physiques. Voilà. Et ensuite, donc, à partir de là, donc, il y aura une première classification nationale qui permettra déjà de pouvoir concourir et de pouvoir s'engager dans un programme d'entraînement qui pourra se référer à des performances déjà existantes.
Et ensuite, donc, il sera classifié une deuxième fois sur un plan international et qui consolidera vraiment sa classification. Donc, dans chaque sport a un petit peu son intitulé de classification. Donc, avec une initiale, si je prends un exemple de l'athlétisme, avec une initiale T pour dire track, voilà, S en natation, voilà. Et après, donc, derrière, on a un nombre donc, qui est composé du chiffre des dizaines qui va représenter un petit peu la famille d'handicap. Si on est un 10, on est déficient visuel. Si on est un 30, on est paralysé cérébraux, etc. Et le chiffre des unités est un petit peu dans la sous-commission l'importance de la cécité, quoi, en fait, voilà. Donc plus le chiffre est rapproché de 0, plus l'handicap est lourd, et plus on monte en catégorie, en nombre, plus on va sur un handicap, on va dire, léger. Donc c'est comme ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Alors, on peut comprendre effectivement que ça peut être compliqué de voir plusieurs exemples 100 mètres. Donc on imagine toutes ces catégories qui doivent concourir le 100 mètres, par exemple, plus les catégories de sexe, garçons et filles, donc ça fait beaucoup d'épreuves. Donc effectivement, des fois, ça peut être un petit peu compliqué, ou là, ça, enfin, voilà, dans certains cas, quoi. Et alors, côté de nos équipes de France, est-ce qu'on connaît déjà les qualifiés pour ces Jeux paralympiques? Est-ce qu'il y a des représentants de la région Occitanie? Alors, bien sûr, oui, nous avons désengagé déjà des officiellement sélectionnés, donc que nous sommes très fiers, bien sûr, d'avoir on est quand même une bonne quinzaine de sportifs, alors dont certaines dépendent vraiment de la fédération handisport. Alors, je fais cet aparté, effectivement, parce qu'il faut savoir que la fédération handisport chapeaute de nombreux sports qui seront au jeu, mais de plus en plus, donc, il y a eu des conventions avec d'autres fédérations qui ont été mandatées, enfin qui ont la capacité donc à accueillir les publics et les préparer pour les Jeux. Donc voilà, qui ont pris en possession les sportifs de haut niveau et qui du coup ne sont plus licenciés en handisport, mais qui sont quand même des athlètes handisport qui font partie de l'Occitanie et qu'on respecte entièrement et qu'on est fiers aussi qui représentent la région. Donc bien sûr, alors nous en avons, alors je ne sais pas si je peux les énumérer ou pas. Allez-y. Donc parce qu'on est assez fiers quand même de parler d'eux. Donc officiellement donc sélectionné en sissi-foot, donc on a Babacar Niami. Voilà, en escrime fauteuil, donc on a Maxime Vallée, Brian Lavidé, qui était déjà venu dans votre émission. Qui est venu nous voir dans l'émission, bien évidemment, oui. On la salue. Voilà, on a le paracyclisme, donc avec Elie et Calvalo, qui est de Colombie Handisport. Ensuite, donc, en paratennis de table, donc, on a Lucas Didier, le frère d'Hugo Didier, peut-être plus médiatisé, plus connu, qui était lui en natation. Flora Fauvier, Julien Michaud. Ensuite, donc, on a, alors, sur le rugby fauteuil, ils vont avoir les sélections. Je crois que c'est aujourd'hui, demain que ça va sortir. Donc, mais on a peut-être 4 ou 5 quand même sportifs, parce que le Stade Toulousain, il faut savoir que c'est la grosse équipe nationale. Donc, beaucoup font partie de l'équipe de France. Donc, les noms, je ne me permets pas trop d'avancer parce qu'on n'est pas sûr de la sélection, mais en tout cas, ils risquent d'être assez nombreux, donc au moins 4, peut-être 4. On va suivre. Voilà. Pareil, qu'est-ce que nous avons encore? En athlétisme, c'est pareil, on est champion de France le week-end prochain sur Albi, là, qui vont être qualificatifs aussi, donc la commission aura lieu le lendemain, donc pareil, on va savoir aussi qu'aujourd'hui, quand même, on a déjà Arnaud Assoumani sur la longueur, et on attend aussi, donc sur l'athlétisme, donc il y aura Dimitri Pavadé, qui est assez médiatisé, qu'on connaît tous, qui est sur la sous-longueur, vice-champion du monde, qui en espérant arrivera à se qualifier, Thibaut Dora, qui est un tout jeune, qui est en train de monter aussi là, de Hoche, on espère aussi donc, sur un course fauteuil sur le demi-fond, et Rosario Konglov, qui était une ancienne coureuse de marathon valide, là, qui a réussi à faire des minima qui normalement on devrait être qualifié, qu'on espère aussi pour elle, qui est de Béziers, donc on est très 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 heureux. Et donc ensuite, donc, on a quand même d'autres disciplines, comme je vous disais, qui font pas partie de la fédération du sport, mais qui sont sur les phases de son homologue, qui ont été sélectionnés, donc on a sur le para taekwondo avec Sophie Caverzan, et ensuite donc on a sur le para-badminton David Toupé, voilà, de Tarbes aussi, et sur le tir à l'arc, on a Tristan Barfletti. Voilà, donc un panel de sportifs, donc on est très fiers qui ont représenté la région et donc qu'on va essayer d'accompagner au mieux et qu'on espère aussi avoir leur retour. Hein. On espère les avoir très nombreux et qu'on leur souhaite le meilleur aussi sur cette compétition, ce gros événement chez nous. Et qu'ils soient de la région ou pas, quelles sont les chances de médaille pour nos Français? Alors ça, c'est le sport. On aimerait, alors je crois qu'aujourd'hui, faire des prévisions, moi je ne m'y lance pas trop. Très compliqué parce que les Jeux, c'est des grosses surprises. Moi, j'ai eu l'expérience de mon passé de faire les Jeux. On a des fois les meilleurs mondiaux qui ont tout raflé sur les saisons qui, le jour J, pour X raisons, vont passer à côté. À l'inverse, d'autres qu'on n'a pas vu de sortir, donc faire des miracles. Enfin, c'est vraiment le sport à ce niveau qui peut créer des surprises. Donc, je ne sais pas, mais
Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on va avoir du spectacle. Et au-delà des résultats, ce qu'on aime, nous, c'est que faire du spectacle avec du handi, déjà, c'est fort. Mais en plus, j'en suis persuadé que déjà la télé, ça va être beau. Et j'invite beaucoup à aller voir en direct parce que ça prend une autre dimension. C'est comme un concert. Tout le monde, quand on va en spectacle, c'est quand même une autre dimension en direct. Et on va voir de belles choses. Il faut savoir que la majorité des sportifs, quand même, ils ont de belles histoires aussi à raconter, de parcours personnels. Et de les voir là, on est très fiers. Et quoi qu'ils fassent, on est déjà content qu'ils y soient. Donc rien que ça, déjà, on leur dit bravo à tous. Et on sera très heureux de les revoir juste après à leur retour. Et alors justement, on va faire un retour sur l'actualité du handisport en Occitanie avec un événement que vous allez organiser en septembre prochain. Il s'agit du handisport en fête. Est-ce que d'abord vous pouvez préciser les dates ? Oui, alors c'est un événement annuel que nous faisons régulièrement, donc place du Capitole, donc qui aura lieu donc fin septembre. Donc on sera sur le 26, 27 et 28, donc journée avec la journée grand public quand même principalement le samedi, sachant qu'avant parce qu'on a une journée consacrée aux écoles qui viennent un petit peu faire un petit challenge. Le 27 c'est plutôt le challenge à l'entreprise et le 28 alors là c'est grand public, c'est vraiment la journée phare sur laquelle on invite le maximum, surtout cette année, à venir nous voir, à connaître davantage qui nous sommes, au-delà du sport de haut niveau bien sûr sur lequel on va parler beaucoup ces derniers temps, mais surtout tout ce qu'on peut faire à côté, le sport pleine nature, le grand handicap, le sport de loisirs, rencontrer nos sportifs, toutes les informations que les gens pourront se poser éventuellement pour leurs enfants, pour leur famille, comment pratiquer une activité en Occitanie, comment se rapprocher d'un club, trouver un club, se former, enfin voilà, donc on est là, on est présent, on est au milieu du public, au milieu de place du Capitole, donc on espère que cette année, il fera bien sûr beau, on est quasiment sûr, mais que le public viendra nombreux et on vous attend avec grand plaisir. Et quel sera l'objectif de cet événement ? Mais pareil, de communiquer au maximum, de donner vraiment une information vraiment à tous qui soit la meilleure possible, de faire venir que ces années de jeu soient aussi un tremplin aussi pour les jeunes, pour les familles qui ont des enfants en situation de handicap, qui demain, au-delà de pratiquer une activité, enfin déjà puissent se pratiquer, donc ça déjà c'est un atout, mais surtout faire du sport, c'est des projets de vie, c'est des projets, enfin voilà, c'est des rencontres sociales, rencontrer des jeunes, se faire des copains, voyager, découvrir un sport, performer, donc tous les atouts, tous les bienfaits que peut faire le sport, mais avec une dimension décuplée quand on est en situation de handicap, parce que c'est retrouver, être actif dans le monde, dans la société. Donc ça, c'est un travail aussi sur lequel on est très attaché. Il y a un programme déjà prévu pour ces journées ? Alors la journée n'est pas finalisée, je ne sais pas si le programme a été finalisé, mais en tout cas il se ressemble quand même d'une année à l'autre. Alors bien sûr cette année sera assez particulière parce qu'on espère avoir un maximum d'athlètes qui auront été au jeu, encore plus les médaillés qui seront présents le jour J pour venir rencontrer le public et qu'on puisse les féliciter en présence, donc ça on y tient beaucoup. Alors après ce sera bien beaucoup de démonstrations de sport sur lesquelles on pourra observer, voir des clubs pratiquer, voir le sport et en même temps pouvoir se prêter au jeu aussi, donc tout le matériel on peut se prêter au jeu sur les activités, faire des petits challenges et poser toutes les questions qu'on peut se poser. Donc cet événement c'est vraiment l'occasion promise pour avoir ces réponses. Il y a une partie scolaire, une partie entreprise, j'ai cru oui, voir. Oui, alors on est sur les jours précédents, on est à partir déjà du jeudi. Jeudi, effectivement, on consacre une journée avec des écoles, sur les enfants qui viennent aussi découvrir les activités, le public, c'est quoi handisport, c'est quoi les gens qui pratiquent handisport aussi, pour faire de la sensibilisation et quelle activité on peut se prêter au jeu et briser la glace un petit peu sur ces futures générations qui aussi demain seront des gens qui seront aussi nos ambassadeurs un petit peu pour voilà ce regard un petit peu différent sur le handicap. Et le 27, bien sûr, avec les entreprises, nous avons quand même des partenaires sur lesquels, pour créer du lien, se prêtent bien au jeu de venir pratiquer. Donc sur un petit challenge qui est dans une ambiance très collective, très sympathique et qui chaque fois marche très bien. Donc c'est assez récent comme mise en place, mais en tout cas c'est un gros succès. Et donc ça sera remis encore une fois, ça aura lieu encore une fois. Donc là on sera sur la journée du vendredi. Et ensuite donc le 28, comme je vous l'évoquais juste avant, donc la journée grand public. Et alors pour plus de renseignements, les auditeurs intéressés peuvent vous retrouver peut-être sur un site internet ? Oui, bien sûr. Alors le site du comité régional handisport, je suis vraiment désolé, je vais me faire flageller, donc je n'ai pas de tête. Mais en tout cas, bien sûr, donc toutes les informations seront communiquées très prochainement. Il y aura pas mal d'affiches donc sur le Grand Toulouse qui seront communiquées ou sur le site internet. Donc on tape un comité handisport Occitanie, on se rapprochant de tous les comités départementaux que nous avons aussi, qui sont aussi impliqués sur l'événement, qui pourront vous renseigner à la fois sur les horaires, toutes les questions qui pourraient être en amont posées et que vous pourrez retrouver le jour J sur place. Alors nous on est content parce que effectivement on profite de cette émission pour annoncer
annoncer cet événement-là. Et puis on espère vous retrouver ici pendant les Jeux paralympiques, puisqu'on fera des émissions particulières sur les Jeux. Et avec tout ce que tu viens de nous expliquer, ce sera intéressant d'aller un peu plus loin dans la démonstration, dans ce qui va se passer. En tout cas, un grand merci de nous avoir accordé ces quelques instants dans l'émission Ici on parlait de sport. Oui, un grand merci pour vos témoignages et vos interventions dans l'émission Ici on parlait de sport. Bonne continuation dans tous vos projets. Rendez-vous donc le 28 août pour le début des Jeux paralympiques derrière nos athlètes français et occitans. Vous connaissez maintenant la formule, vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Et tout de suite, place au cyclisme avec la chronique spéciale Tour de France 2024. La chronique du Tour. Dans cette chronique du Tour, nous retrouvons notre correspondant sur place, Gaëtan Prime, qui est pilote moto sur le Tour de France et président du GSC Blagnac Vélo Sport 31, qui nous livre ses impressions de cette première semaine. Bonjour Gaëtan. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Voilà, tu es sur le Tour de France du côté de Troyes, puisque l'épreuve s'est terminée hier soir, c'est la journée de repos. Après cette étape poussiéreuse sur les chemins blancs, c'est la journée de repos. Merci de nous accorder quelques instants. Nous venons de vivre une première semaine intense avec 3 victoires françaises. Comment s'est passée cette première semaine ? Déjà une très belle semaine pour les Français, hein, parce que comme tu l'as évoqué tout à l'heure, effectivement on a vu la première journée avec une première victoire française, donc c'était déjà le Tour commençait déjà super bien, et puis quand on a vu cette deuxième victoire arriver, c'était plus qu'énorme. Et puis hier sur les chemins blancs, une grosse prestation du petit Turgis, et là c'était énorme, tout autant pour lui que pour son équipe que pour la France, parce que ça faisait une troisième d'affilée. Ça faisait un paquet de temps que c'était pas arrivé, et ça fait toujours super plaisir, quoi. Non, on les attend. On les attend ces victoires françaises chaque année, hein. Ouais, surtout qu'hier en plus c'était une sacrée étape, hein, très impressionnante d'après les retours que j'ai des amis qui ont regardé la télé, là. Les passages sur les chemins blancs, c'est toujours impressionnant, c'est bourré de poussière. Alors nous, c'est vrai qu'à l'intérieur du peloton, on voit pas grand chose, hein, parce qu'on circule un petit peu à vue, et puis quand le vent vient chasser un peu la poussière, on récupère de la visibilité. Mais c'est vrai que pour les coureurs comme ça, c'était quand même des passages en souffrance, hein, durs dans la caillasse, rouler comme ça dans la caillasse, la poussière, le vent, c'était quand même une sacrée étape, et un Français qui l'emmène haut la main comme ça, c'était vraiment super. Ouais, en plus il y a eu des plus ou moins mésententes derrière, et ça a permis quand même à ce Français de partir à chercher cette victoire finalement. On pensait, quand on regarde un petit peu les résumés, parce que j'ai fait comme tout le monde, hein, on a quand même regardé les résumés sur les réseaux hier soir, on le voyait, on le pensait un peu fatigué, et puis il sort sur le sprint final, il sort son épingle du jeu, c'était plus qu'énorme, quoi. Alors justement, tu parles de fatigue, c'est un peu ma deuxième question. Direction maintenant les Pyrénées, après cette journée de repos, une nouvelle semaine avec quelques épreuves de montagne. On descend donc sur les Pyrénées pour arriver le 14 juillet au plateau de Beille. On sait que c'est des grosses montagnes, et il y a déjà une grosse fatigue. Est-ce que le peloton n'est pas trop fatigué après cette première semaine ? C'est un peu une première fois que le Tour de France attaque aussi fort et aussi, on va dire, rugueuse en début de course comme ça. Ouais, on a eu la même chose, hein, un petit peu l'année dernière, si tu te souviens, au départ du Pays Basque, où les premières étapes étaient quand même pas loin d'être faciles. C'est vrai. Et après, on enchaînait aussi sur les Pyrénées. Que dire de la fatigue du peloton ? Forcément que cette première semaine, elle n'a pas été anodine. Maintenant, on voit des gens tous les jours, des gens à l'attaque. On voit aussi le Norvégien aussi vaillant tous les jours. Hier, il était aussi d'entrée, il était à l'attaque. Maintenant, je pense qu'ils ont joué aussi pas mal sur la première semaine avec la fraîcheur. Maintenant, est-ce que le peloton est fatigué ? Je pense qu'ils ont, comme tout coureur, ils ont accusé une semaine de course, et donc avec un peu de fatigue qui s'est accumulée. Mais moi, je pense qu'on va encore avoir des belles surprises. Je l'espère. Ça a donné du rebondissement hier, et les autres jours ont donné du rebondissement au Tour de France. Donc moi, je pense que oui, il y a un peu de fatigue, mais je pense qu'on va encore avoir de belles surprises. Bon, puis tu reviens dans notre région, là, les Pyrénées. Alors justement, j'ai envie un peu de te poser une question, parce que pour faire un peu rêver les gens de l'intérieur, quand on est pilote moto et on te voit sur ces routes et on voit nos coureurs, comment se passe une de tes journées type en tant que pilote moto? Je précise que tu es un pilote officiel sur le Tour, tu as une fonction précise. Comment ça se passe? Moi, je suis au poste de pilote moto-commissaire, donc je pilote derrière moi un arbitre, un commissaire de course.
Comment ça se passe? Le matin, on fait comme tout le monde, on va petit-déj et puis on s'en va avec l'équipe sur la ligne d'arrivée. On passe une partie de la matinée dans les paddocks et puis on regarde un peu comment ça se prépare. On profite aussi de préparer nos véhicules, que ça soit en carburant. On passe voir aussi les mécaniciens de chez Yamaha pour vérifier les motos avant le départ de la course. Et puis on met en place tout ce qui est le système de radio, etc., etc. Et puis après, on suit la course. On suit la course selon nos postes où on est affecté. On suit la course. Sur le Tour de France, il y a donc quatre motards qui pilotent des commissaires, puisqu'il y en a 4 dans les voitures et 4 sur les motos. Donc ça fait un total de 8 commissaires au total. Et puis on tourne tous les jours à un poste différent, c'est-à-dire une fois on est devant, 3 fois on est derrière. Donc derrière le peloton, ce que nous on appelle la machine à laver. Puis après on descend comme ça jusqu'au balai en quatrième fois. Et donc au travers de ça, la journée se passe donc après principalement sur la course. Et puis après la course, on revient à la station officielle où on fait le plein de carburant et puis on se dirige vers l'hôtel du soir pour préparer l'étape du lendemain. C'est un bon rythme. C'est un bon rythme soutenu quand même. Ouais, c'est un bon rythme soutenu, mais c'est pas une fatigue qui est, on pourrait dire, une fatigue comme si on allait casser du bois tout le week-end dans une forêt pour se réchauffer l'hiver. C'est une fatigue où on est déjà dans un milieu que l'on aime, qui est un milieu de passion et de passionnés, avec des gens qui viennent voir ce spectacle immense avec la joie au cœur et la joie au corps, donc des petits, des grands, des anciens, des papas, des mamans, des grands-parents, des fils, des petits-fils et des petites filles bien sûr, et donc au travers de ça, on est quand même dans un contexte très très jovial, très joyeux, très festif. Donc c'est vrai que avec toutes ces couleurs et tout ça, comme tu peux le voir à la télé, on en prend plein la tête. Et puis c'est sûr que de voir du paysage comme on le voit, de se déplacer jour après jour, et puis on a quand même la chance de visiter une France qui nous est magnifique, parce que c'est quand même notre pays, donc une France qui est super, avec des gens qui applaudissent, qui encouragent, et des gens merveilleux en bord de route. Écoute, on sent cette passion, merci de nous la faire partager. Je te propose de se retrouver dans une petite semaine où on refera aussi un point sur cette deuxième semaine avec les attaques qu'on va découvrir, la compétition toujours, et puis un regard et d'autres témoignages que tu pourras nous donner. En tout cas, rendez-vous donc dans une semaine. Bonne route et bonne étape du Tour demain. Et on te dit à très bientôt. Merci d'avoir accepté de nous donner un peu de ton temps. On est de tout cœur avec toi sur ce Tour de France, Gaëtan. Avec plaisir, Laurent. Merci beaucoup. À très bientôt. Et puis en espérant encore de belles victoires françaises la semaine prochaine. On va pousser pour. Ça marche. À bientôt, Gaëtan. À bientôt. Au revoir. Merci. Et tout de suite, place à la prolongation avec la Minute Olympique. Et si on parlait de sport, la prolongation. On se retrouve pour la Minute Olympique. À 16 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, retour sur un fait marquant depuis le début de la création des Jeux modernes. C'est parti pour la Minute Olympique. Cap sur les Jeux Olympiques de Londres 2012 et l'ajout de la boxe féminine, rendant tous les sports disponibles aux femmes. La boxe féminine fait son entrée dans le programme olympique avec 36 engagés dans 3 catégories, mouche, léger et moyen. La Russe Elena Savelieva remporte le premier combat des Jeux Olympiques de Londres 2012 dans la catégorie des moins de 51 kg, qui correspond au poids mouche. Avec l'ajout de la boxe féminine au programme olympique, les Jeux Olympiques de Londres 2012 sont les premiers où les femmes concourent dans tous les sports. Depuis 1991, tout nouveau sport souhaitant être inclus au programme olympique doit obligatoirement comporter des épreuves féminines. C'est la fin du match et de cette 57e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport, fin du match. C'est la fin du match de cette 57e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif, Laurent. Oui, donc l'agenda de la semaine du 10 au 17 juillet qui débute du 1er au 14, la suite de Wimbledon en tennis, deuxième semaine du tournoi, c'est la 136e édition en Angleterre.
Du 8 au 14 juillet, du pentathlon moderne avec les championnats d'Europe à Budapest en Hongrie. 10 juillet, football, la demi-finale de l'Euro 2024 avec les Pays-Bas-Angleterre. Le 11 juillet, vous pouvez retrouver du cyclisme avec le Tour de France. Il s'agira de la 12e étape entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lot, une étape de 204 km. Du 11 au 14 juillet, beach handball, championnat d'Europe femmes et hommes à Varna en Bulgarie. Le 12 juillet, il y aura de l'athlétisme avec le Monaco Hercules 2024, il s'agit de la 15e édition, ainsi que du cyclisme, toujours avec le Tour de France, il s'agira de la 13e étape entre Agen et Pau, une étape de 165,5 km. Du 12 au 14 juillet, Superbike, championnat du monde avec le Grand Prix de Donington Park en Angleterre. Le 13 juillet du cyclisme, toujours avec le Tour de France, il s'agira de la 14e étape, une étape de 152 km entre Pau et Saint-Lary-Soulan-Pladadé. Du 13 au 14 juillet, le triathlon avec le championnat du monde série de Hambourg en Allemagne. Le 14 juillet, du football avec la finale de l'Euro 2024 et du cyclisme, toujours avec le Tour de France. Il s'agira de la 15e étape entre Loudanvielle et le plateau de Beille, une étape de 198 km. Il y aura aussi du cyclisme sur piste avec les championnats d'Europe U20 à Cottbus en Allemagne. Et pour conclure cette semaine, le 16 juillet, cyclisme Tour de France à nouveau avec la 16e étape à Gruissan-Nîmes avec un kilométrage de 189 km. Et au programme de la semaine prochaine, dans Et si on parlait de sport, nous aurons le plaisir de vous présenter le hockey sur gazon. Un fantastique sport collectif où 2 équipes de 11 joueurs s'affrontent, munies d'une crosse leur permettant de frapper dans une balle. L'équipe qui marque le plus de buts remporte le match. Le hockey sur gazon est une discipline olympique depuis 1908 et était très populaire en France, du Moyen-Âge à la Révolution. Les équipes de France seront présentes aux Jeux Olympiques. Les hommes disputeront leur premier match face à l'Allemagne et les femmes face aux Pays-Bas. L'occasion de redécouvrir ce sport de balle bien différent du football ou du basket pour les plus curieux. Et en deuxième mi-temps, vous connaissez le 3 en 1, 3 sports regroupés en un seul. Cela s'appelle le triathlon, un sport d'endurance combinant 3 disciplines, la natation, le cyclisme et la course à pied. Né dans les années 1970 à San Diego, ce sport a rapidement gagné en popularité grâce à ses défis physiques et mentaux uniques. Les athlètes enchaînent les épreuves sans interruption, démontrant une polyvalence et une résistance exceptionnelles. En 2024, les Jeux Olympiques de Paris offriront une scène emblématique pour le triathlon. Les courses se dérouleront au cœur de la ville avec des parcours pittoresques mettant en valeur des sites historiques et culturels. Pour en savoir plus, retrouvez-nous la semaine prochaine. Merci à Xavier Noguera, Serge Robert, Alexis Salle, Bertrand Delas, Gaëtan Prime et Sophia Noumia pour votre participation à l'émission Et si on parlait de sport. C'est la 57e émission de Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux ainsi que vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Et un grand merci aussi à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne ainsi que Profession Sport Animation pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission, à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Saint-Père-Connect, pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci aussi à François Guillou pour son apport musical à la Minute Olympique. Merci Pauline Gaston-Candutte, qui est journaliste et co-animatrice de l'émission, pour ton aide précieuse à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci Laurent, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de... Et si on parlait de sport la semaine prochaine.